Bienvenue dans notre Zoom du jour. Je reçois François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Pierre. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie 11 rue de Médicis dans le 6e arrondissement. Vous publiez cet ouvrage Biopolitique du coronavirus. C'est édité justement à la nouvelle librairie. Le sous-titre de votre ouvrage, François Bousquet, télétravail, famille, patrie, c'est le programme politique de la revue Éléments. C'est la version 2.0 du régime de Vichy. Non, je ne suis pas sûr que la rédaction d'Éléments plébiscite la triade maréchaliste. Hein. Mais on ne pouvait pas ne pas la faire. Hein. Elle était trop facile, travail, famille, patrie. On a tous télétravaillé, on a tous retrouvé notre famille et la patrie avec la fermeture des frontières. Hein. C'est réimposé comme la protection naturelle à chacun d'entre nous. En fait, moi j'essaye de me tenir sur une ligne de crête, alors elle est un peu fragile. D'une part, le maréchal Pétain, pour lequel je n'ai pas d'hostilité, mais pas non plus d'admiration inconditionnelle, et Michel Foucault. Donc c'est un équilibre un peu précaire. Michel Foucault, pourquoi? Parce qu'il y a la biopolitique, le terme a été inventé par lui, et télétravail, famille, patrie, jamais le familialisme maréchaliste nous a été asséné sur les ondes, en tout cas pendant les 2 mois de confinement. Restez chez vous, travaillez chez vous, occupez-vous de vos enfants. Même les anywhere sont redevenus des somewhere, puisque même les gens qui étaient au bout du monde se sont empressés de regagner précipitamment et dans la terreur leur terrier, puisqu'il est apparu qu'en cas de situation de crise, il était vital pour nous d'avoir un territoire. Et surtout de fermer les frontières de ce territoire. Et de fermer les frontières, comme on ferme les frontières au sein de la famille, ce que les Grecs appelaient l'oikos, c'est-à-dire l'unité de production familiale. Donc c'est le cœur du maréchalisme, ça. C'est la ferme, agriculture paysanne avec de la polyculture. Moi qui vis à la campagne, dans un petit village, à 30 km au sud du chef-lieu du département dans lequel je suis, nous avons un potager et nous avons renoué avec des gestes que Hésiode décrit il y a 2500 ans en Grèce, c'est-à-dire planter de la patate, planter de la carotte. Pas moi, je vous le concède, mais mon épouse qui a fait ça de bonne grâce. Il y a plus d'hommes que de femmes qui jardinent du reste. Mais bref, oui, c'était un climat, c'était un revival maréchaliste très surprenant et totalement inattendu. Vous êtes un partisan, François Bousquet, de ce que l'on appelle la décroissance. Oui. Expliquez-nous ce terme. Le décroissance, le mot fait peur parce qu'on n'aime pas décroître, parce qu'il y a un préfixe privatif. Et tout ce qui est privatif nous ampute. Donc on a un sentiment d'être déshabillé, qu'on nous prend quelque chose. Donc le mot, il y a un problème avec le mot. Pour autant, je le dis dans le livre, j'aurais été stoïcien sous les Antonins, sous Marc Aurèle. Donc c'est une école de pensée qui me convient parfaitement, de sagesse. La décroissance, de sérénité. C'est pas la régression, la décroissance. Non, aucun cas. Moi, je pense qu'on va au rythme où on n'arrive pas à prendre. Le Covid nous renseigne sur quoi? C'est que nous sommes 9 milliards sur Terre. C'est qu'on est rentré dans une société qui est régie par les grands nombres, par la statistique, par les chiffres. On est passé de... 9 milliards On est 9 milliards, oui, c'est colossal. Je veux dire, j'ai dit 9 millions Non, mais moi je croyais qu'on était 7 milliards. Mais... non, on sera 9 milliards, oui, on sera 9 ouais, milliards. Ouais. On sera 9 milliards à la fin du siècle, ou 10 milliards même. Mais 7 milliards, mais qu'importe, on est passé de 1 milliard au début des 1800, aujourd'hui à 7. Comment faire pour gérer cette folie? Moi, je veux bien qu'il y ait 7 milliards d'humains qui vivent comme un Californien. Mais c'est pas possible. On n'aura pas la ressource, on n'aura pas le pétrole. Faut que les Français arrêtent de faire des gosses. Ah non, aucun cas. Non, justement, ça, les écologistes commencent à nous casser les pieds parce qu'ils veulent que les Africains, qu'on applique le planning familial ici et pas en Afrique. Non, c'est l'inverse. C'est polluant de faire des gosses pour eux. Non, il faut... Si on est, rendez-vous, ne pas admettre que nous sommes 9 milliards, c'est ne pas admettre le réel. Le réel, c'est quoi? Moi, ce qui me frappe aussi dans la question du Covid, c'est qu'on est confronté à une double dette. À droite, on est obsédé, à raison, par la dette financière, par la dette économique, par le surendettement financier. Et on a 1000 fois raison de le faire. Et d'en être inquiété. À gauche, c'est l'inverse. La dette financière, c'est pas grave. On la financera par l'inflation. On la financera par la monétisation de la dette. C'est-à-dire on va faire tourner la planche à billets. Et on est obsédé à gauche que par la dette écologique. Et à droite, c'est un angle mort, la dette écologique. Mais il ne faut pas s'imaginer que s'il y a 9 milliards d'humains, ou 7 milliards, pardon, qui veulent vivre comme un Saoudien ou comme un Californien, la Terre le supportera.
Non, on se surendette. C'est-à-dire que nous vivons à crédit. Notre société, qui est très curieux, la société a été construite sur l'épargne, sur ce que Peggy appelait la métaphysique de la caisse d'épargne. Donc on a d'abord accumulé du blé, de la céréale, du bien, du bois, un patrimoine immobilier. Et puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. Aujourd'hui, on le dépense. Hein. Il y a quelque chose qui est très significatif. Aux États-Unis, le premier employeur, hein, en 1945, après la guerre, les États-Unis n'ont jamais été aussi puissants. C'est la principale réserve d'or au monde. Hein. Le principal employeur, c'est General Motors. C'est l'industrie. Aujourd'hui, le principal employeur aux États-Unis, c'est la grande distribution. Donc on est passé d'un modèle de producteur à un modèle de consommateur. On est passé d'un modèle d'épargnant à un modèle de crédit. Donc je dis simplement qu'avec 7 milliards, si on veut vivre, nous tous, hein, sur le schéma américain, il faudra 3 à 4 terres. Hein. Alors, mais il y a encore des terres vierges sur la planète. Mais on les a surexploitées. On a passé les pics pétroliers, en tout cas hors les pétroles de profondeur, donc les pétroles offshore. Hein. On ne va pas entrer dans ce débat technique. Hein. Moi, je veux bien qu'on soit 15-20 milliards, pourquoi pas. On sera comme dans le métro à Tokyo. Si pour vous, ça, c'est un idéal de vie, fort bien. Mais c'est pas le mien. C'est pas le mien. On va massacrer la terre, on va la saccager. Nos banlieues vont s'élargir. Et comme le dit Renaud Camus, qui est aussi obsédé que moi par cette question-là, nous n'aurons que des banlieues. Et les banlieues, c'est quoi? C'est pire que du béton. C'est de la friche industrielle, c'est de la tôle. Hein. C'est des paysages indifférenciés, comme la vision que nous faisons du sexe, hein, comme la vision que nous faisons des rapports sociaux. C'est des paysages trans, hein, la banlieue. Il y a un peu de tout. C'est ni la ville ni la campagne. Et justement, vous parliez un petit peu d'écologie, François Bousquet. Vous citez Charles Ferdinand Ramuse, dont j'ignorais l'existence. Pour lui, la nature est à droite. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Parce qu'elle aime l'ordre, parce qu'elle aime l'harmonie, parce qu'elle aime la sérénité, parce que la nature recherche en permanence, hein, tous les écosystèmes, tous les biotopes recherchent en permanence à créer, alors évidemment c'est un équilibre qui est très précaire, hein, mais à créer ou recréer de l'équilibre, hein, c'est-à-dire de la stabilité. Évidemment cette stabilité elle est bousculée par des événements extérieurs, par des tempêtes, par des impacts de météores, que sais-je, hein, par des bouleversements climatiques, hein, mais en permanence elle essaye de recréer de la stabilité. Et c'est un modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer. La vision Ramus est un grand écrivain suisse, Charles Ferdinand Ramus, c'est un petit peu le Charles Péguy, le Jean Giono, si on veut, suisse, hein, un immense écrivain francophone, hein, qui écrivait donc en français. Et il voulait dire par là que si nous sommes de droite, hein, une droite authentique, hein, nous sommes attachés à la pérennité, à la durabilité des choses. En fait, nous, la vision du monde que nous défendons, elle a passé l'épreuve du temps. Dans la société moderne, qui est une société purement expérimentale, nous ne savons pas si les expériences auxquelles nous nous livrons vont produire du bien ou du mal. Nous pensons qu'elles vont produire du mal, hein, mais nous n'avons aucun champ de recul. Hein. Donc Ramus essayait de nous rappeler ce que pouvait être un homme de droite, hein, pas un bourgeois. Pour lui, c'était soit un aristocrate, soit un paysan, et pour lui, c'était la même chose. Alors même, disait-il, un roi, un paysan, c'est la même chose, puisque les deux voient la même chose, un ciel étoilé. Essayer de nous rappeler que les sociétés, c'est le mot de Camus, les sociétés ont besoin d'équilibre. Hein. Vous savez, le mot de Camus, le fameux discours au Nobel hein, qu'il a reçu, la mission qui nous a assignée à nous pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est veiller à ce que le monde ne se défasse pas. Et peut-être qu'on peut dire que ça, c'est un ethos, que c'est une vision du monde hein, d'un homme de droite. Hein. Faire en sorte que le monde ne se défasse pas. Alors justement, on va parler de ce terme dont vous vous êtes servi pour titrer votre ouvrage, la biopolitique, et vous citiez à l'instant, il y a quelques instants, Michel Foucault. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire ce terme de biopolitique? Alors biopolitique, c'est un peu comme décroissance. Il y a des mots qui peuvent faire un peu peur, hein, parce qu'ils sont inhabituels. Mais biopolitique, il est assez simple. Hein. C'est la réunion de deux termes que tout le monde connaît, bios, hein, la vie, le vivant, le corps, hein, et la politique. Hein. Donc Michel Foucault a mis sur la table ce terme-là. La pensée de Foucault est à jeter à 95%. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre, Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche. Hein. C'est devenu le fétiche universitaire en France, aux États-Unis, sur les campus. Hein. Dans les pères de la French Theory, voilà, qui a essaimé aux États-Unis. On peut dire que l'indigénisme est un surgeon
de cette French Theory. Donc on voit à quel point ce personnage-là est contestable, il faut l'attaquer. C'est ironique d'ailleurs qu'il soit que ce blanc est inspiré des gens qui sont des racialistes comme les indigénistes. Oui, mais alors, il devrait faire tous les indigénistes devraient faire une généalogie de leur bibliographie, et ils verraient que tous les penseurs auxquels ils se réfèrent, même Frantz Fanon évidemment, c'est un noir antillais, certes, hein, mais toute la base intellectuelle, le corpus sur lequel Fanon s'assoit, des mâles blancs de plus de 50 ans. Des mâles blancs, oui, de plus de 2000 ans, je pense, puisque ça remonte de 2500 ans, ça nous ramène en Grèce. Hein. Alors revenons à la biopolitique. Hein. Donc c'est une politique de la vie, en fait, la biopolitique. Hein. Quand Foucault dit ça, il a tout dit et rien dit. Donc en fait, il faut que nous nous emparons de ce terme. Moi, j'essaye de m'en emparer dans le livre. De la vie sur Terre. D'essayer de penser ce que je pense que le premier qui a parlé de ça, c'était Benoît XVI. Hein. Essayer de défendre une écologie intégrale, hein, une écologie humaine, hein, donc une politique de la vie, et non pas une politique de la mort. Hein. Et les politiques anti-écologiques, hein, pour ça que je suis décroissant, c'est quand même parce que je sens qu'il y a un problème à droite avec la question écologique, hein, on pourra en parler. Et ce problème m'attriste, hein, parce que la droite authentique, hein, a pensé, il y a 150 ans déjà, les penseurs légitimistes, hein, les penseurs contre-révolutionnaires, anti-progressistes, ont déjà pensé une proto-écologie. Donc nous devrions nous emparer de cette thématique écologique qui nous a été dérobée par une extrême gauche fantaisiste, folle, loufoque, hein, grotesque, qui fait des fixettes sur les trans, sur les indigènes, sur la parité. Enfin, c'est absurde. C'est ces gens-là qui ont inspiré le président Macron quand il a proclamé ce confinement pour lequel vous avez une définition assez marrante. Pour protéger la vie, il fallait y renoncer. Ouais, c'est le paradoxe de la biopolitique. Hein. Moi, j'appelle ça le paradoxe de l'avare. Hein. Pourquoi il y a un paradoxe de l'avare? Parce qu'il n'est riche qu'à la mesure qu'il est pauvre, l'avare. Hein. Il n'est riche que parce qu'il mène une vie de pauvre. Hein. Et donc nous avons fétichisé la vie, nous l'avons sanctifiée, sacralisée, mais une vie purement individualiste et narcissique. Hein. Mais cette sanctification a un prix. C'est que nous la surprotégeons. C'est-à-dire que pour maintenir la vie, pour accroître... Hein, et augmenter notre espérance de vie, nous nous confinons, nous nous auto-confinons. C'est-à-dire que nous restreignons la vie pour la faire perdurer. Ça n'a aucun sens. Pour autant, c'est la matrice de la biopolitique. Hein. Et pourtant, depuis 20 ans, François Bousquet, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, les politiques de droite comme de gauche n'ont cessé de s'en prendre à l'hôpital public français. Alors, c'est les paradoxes. On est une société schizophrène. Hein. Donc, on a en permanence une double injonction. C'est accélère, freine. Hein. Le code de la route est fascinant pour ça. Je veux dire, 70, 80, 120. On a des moteurs qui peuvent nous faire rouler jusqu'à 220 km/h, hein. Mais on ne peut pas dépasser 70. Hein. Donc c'est la double injonction, contradictoire. Ce qui fait qu'on devient schizophrène. Il y a un court-circuit mental qui se produit dans... Alors oui, ils ont défait, mais même le paradoxe surréaliste auquel nous avons assisté, c'est que l'État jacobin, dans sa folie égalisatrice et niveleuse, hein, vous savez, a décrété que les régions, désormais, avaient une autonomie hospitalière et on nomme un délégué. Pour la région Grand Est, qui ne veut rien dire, où il y a la Lorraine, l'Alsace, enfin, il y a la Champagne, je crois, enfin, on ne voit pas trop. Eh bien, tenez-vous bien, pendant le confinement, le directeur de cette région était à Paris. Donc, il gérait, depuis Paris, l'engorgement des hôpitaux à Mulhouse. Hein. Surréaliste. Hein. Pendant le confinement, il dit à l'Est républicain, ce directeur dont le nom m'échappe, hein, nous continuons à Nancy à fermer des chambres d'hôpital. Nous continuons à Nancy, nous sommes au pic du confinement, sur le plateau du confinement. C'est là où les hôpitaux sont vraiment débordés. Cette Anne nous explique, non, j'ai une feuille de route, hein, c'est fermer le plus possible de lits. Et il continue de fermer les lits. Vous voyez où nous en sommes. Hein. Alors il y a quelque chose qui vous a énervé pendant ce fameux confinement, François Bousquet, c'est les séances d'applaudissements que les Parisiens ou les habitants des grandes villes faisaient à 20h pour rendre hommage aux soignants. Vous êtes contre les rites collectifs, François Bousquet? Non, au contraire, j'adore les rites collectifs. Je passe mon temps à les défendre, hein, puisque c'est eux qui font sens, c'est eux qui font qu'on peut vivre ensemble. Hein. Mais là, c'est pas un rite collectif. Évidemment, j'ai toujours en tête Philippe Muret, le regretté, le grand Philippe Muret. Ça me faisait penser un petit peu à Philippe Muret, justement, de la lecture de votre ouvrage. Ouais, c'est du coup de gueule. Ouais, alors toute proportion gardée, puisque Muret c'est le génie polémique.
longue tradition de génie polémique, de Barbet, de Léon Bloy et d'autres. Hein. Il était drôlatique et surtout, il a trouvé une clé, je trouve. Hein. C'est rare, les gens s'affondent le génie, c'est le poncif. Il a trouvé une clé d'explication contemporaine, hein, qui ouvre une porte sur la société qui est la nôtre. Et cette clé, c'est ce qu'il appelait homo festivus, hein, c'est la festivocratie, c'est-à-dire la fête pour la fête. C'est Jack Lang, enfin, c'est la fête de la musique. Pour lui, vraiment, il y a un nouveau calendrier julien qui s'est opéré au solstice de 1982. C'est que le 21 juin ou le 22 juin, Jack Lang a décrété qu'il y avait une fête de la musique. Hein. Pour lui, vraiment, le monde a basculé. Il y a un avant et un après. Et ce qu'on appelait le clapping, hein, avec ces affreux néologismes importés, enfin, de Globish, hein. À 20h, on avait là vraiment l'impression que... Moi, je suis en province, donc je suis en village. En village, on aurait pu klaxonner, vous me direz. Mais les villageois m'ont épargné les coups de klaxon. Donc, hein, mais je voyais les images à la télévision. Il y en avait l'impression que c'était des rangées de smileys sur les fenêtres à Paris ou ailleurs. Hein. C'est du pathos à tartiner pour vous. Oui, du pathos à tartiner. Ouais, c'est le banc de sardines. Hein. Je défends la communauté, mais pas ce qu'elle a de grégaire. Donc, oui au rite collectif, hein, oui au rite communautaire, hein, mais pas l'affichage d'un conformisme qui se donne bonne conscience en plus. Hein. Quand j'écrivais le papier, je me suis rendu compte qu'il y a des chercheurs, on travaille surtout aujourd'hui, l'université a apparemment encore un peu d'argent et des budgets pour faire des études. Il y a des chercheurs néerlandais qui se sont rendus compte qu'il y avait les courbes de diffusion des virus, hein, et de diffusion des applaudissements sont pareillement exponentielles. Hein. Donc c'était assez amusant de voir. Simplement, ça devenait ridicule à un moment donné. Je veux dire, les malades applaudissaient les infirmières, qui applaudissaient les docteurs, qui applaudissaient les brancardiers, qui applaudissaient les politiques, hein, qui applaudissaient les Français, qui applaudissaient les infirmières. C'est too much. Hein. Ils applaudissaient pas, par contre, le professeur Didier Raoult, qui lui vous plaît beaucoup. Ah oui, mais là, toute la France. Le Panoramix de Marseille. Ouais. Alors on sait pas si c'est que les téléspectateurs ont en tête le combat des chefs, hein, de l'Astérix. Hein. Dans le combat des chefs, il y a deux druides. Hein. Il y a aussi Amnésique. Hein. Amnésique, c'est le druide qui est censé guérir Panoramix après qu'il a reçu un druide. Après qu'il a reçu un menhir que lui a envoyé Obélix sur la tête. Et il va en recevoir un à son tour, Amnésique. Amnésique va recevoir à son tour un menhir sur la tête et les deux vont être fous. Donc on ne sait pas si Raoult est fou ou pas, mais en tout cas il est génial. Hein. Et peut-être que le génie procède en partie de la folie. On ne sait pas, c'est une blague certes, on ne sait pas s'il est pasteur ou s'il est pastis ou s'il est les deux. En tant que Marseillais, je suis un ancien Parisien, mais je vois toujours avec d'un œil favorable, amusé. Pourquoi les médias lui ont collé cette image de populiste? C'est quoi un médecin populiste? C'est surréaliste, un médecin populiste. Alors qu'un médecin populiste, donc c'est un médecin pragmatique. Hein. C'est un médecin qui sauve des vies, c'est ça? C'est un médecin qui sauve des vies, qui applique une méthode empirique, hein, face à l'inconnu. Je teste, je sonde, je vois ce qui marche, hein, qui bricole, hein, parce qu'on bricole face à l'inconnu. C'est ça, être populiste. Mais alors, le monde entier est populiste. Moi, je le suis. Parce qu'il n'a pas respecté le protocole, mais au contraire de ce que vous dites, les grandes choses qui ont changé le cours de l'histoire ont été faites justement sans protocole. Voilà, contre le protocole, même en le piétinant. En le piétinant. Rappelez-vous la phrase du Christ qui devrait guider, chrétiens non-croyants, mais identitaires, qui devrait guider nos vies. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Donc arrêtons de nous focaliser sur le protocole. Le protocole, c'est ce à quoi se rattachent les médiocres. Hein. C'est ce à quoi se rattachent les bien-pensants. Alors le protocole fonctionne, on a besoin de protocole, on a besoin de processus. Hein. Mais dans une société qui est parfaitement huilée, qui n'est pas confrontée à des crises, qui n'est pas confrontée à l'inconnu, mais dès lors que l'inconnu surgit et se manifeste, hein, il faut renouveler son logiciel de pensée. C'est ce qu'a fait Didier Raoult. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Je ne sais pas. Mais je le redis, face à l'inconnu, on doit se réinventer. On doit tester. Ils testent des médicaments. Je compare les hôpitaux à des embouteillages sur le périphérique parisien pendant des grèves. Hein. Donc ça n'avance pas. Il y a une saturation de tous les services. Hein. Et on va s'en remettre à un protocole dont on ne sait pas s'il fonctionne, de toute évidence qui ne fonctionne pas. Non, au contraire, on va faire appel à son imagination et on va renouer avec une médecine qui est déjà scientifique, hein, mais qui ne repose pas sur une méthodologie arrêtée. Ou alors on va réinventer une nouvelle méthodologie.
C'est ça le génie. Le génie, c'est ça, fondamentalement. C'est le type qui arrive et qui débarque et qui dit ce paradigme-là, ça ne marche plus. Ce paradigme-là, il n'est pas opératoire. La preuve en est, la société est bloquée. Donc, moi, je vous propose un autre paradigme. Fondamentalement, c'est ça, le génie ou une révolution scientifique, elle procède là-dessus. Donc, On a beaucoup parlé pendant le confinement de ces Français qui faisaient fonctionner la France en allant travailler avec ce que vous appelez les jobs de merde et qui ne rapportent rien, contrairement aux jobs à la con qui, eux, rapportent beaucoup. Le job à la con, c'est ceux, par exemple, comme analyste financier. Moi, j'ai aucune responsabilité là-dedans, c'est vous qui citez ce métier. Comment expliquez-vous justement que le travail inutile en France gagne autant de terrain ? Alors, il faut expliquer les deux termes bien clairement. Oui. C'est un chercheur. Alors, le job à la con, c'est le travail qui n'apporte rien, mais qui rapporte beaucoup. Voilà. Alors que le job de merde, c'est celui qui apporte beaucoup à la société, mais qui ne rapporte rien. Qui apporte beaucoup à la société. Exactement. C'est-à-dire, c'est commerçants, artisans, infirmiers, docteurs, éboueurs, chauffeurs routiers. Enfin, bref, tous les métiers qui ont été mobilisés et qui n'ont pas pu recourir au chômage partiel pendant le confinement. dont de toute évidence, je ne fais pas partie. Vous non plus, je le crains, Pierre. Donc, nous, journalistes, je veux dire. Donc ces gens-là sont très mal payés et pour autant, leur profession est indispensable à la vie communautaire. Et parallèlement à ça, il y a les professeurs, les analystes financiers, les agents d'assurance et les journalistes. Je le crains, c'est à craindre. Qui sont Vous pensez qu'on n'apporte rien ? Non, c'est une blague. Qui sont mal payés, là, pour le coup. Mais ces métiers-là, en général, sont plutôt bien payés et apportent assez peu au collectif. Et c'est un chercheur américain qui a dit qu'à peu près aux États-Unis, alors évidemment, c'est à la louche, le chercheur est très amusant, il a un côté professeur tournesol, d'extrême gauche. Lui-même exerce un métier à la con, puisqu'il est professeur dans une des plus grandes écoles au monde, la Business School of London. Voilà, merci. Ouais. Donc c'est la crème de la crème. Et il dit qu'il y a 40% de gens qui sont un peu dépressifs, qui sont au boulot, qui savent que leur boulot n'est pas vraiment utile, qui travaillent pour rien. Donc il faut qu'on s'interroge, oui, sur le sens du travail, en particulier pour les CSP+, en particulier pour les surdiplômés. Est-ce que nos activités produisent du sens ? Est-ce que nos activités servent à quelque chose ? De fait, les agents immobiliers sont... Alors, les agents immobiliers, la chose est embarrassante, puisque, comme on est pris, j'en parle dans le livre, on est pris par un mouvement d'accélération en permanence. On change nos modes de vie, on change nos rythmes de vie, etc. Et on change également, ce qui montre à quel point nous sommes peu enracinés. Nous revendons très fréquemment nos appartements ou nos maisons. Donc on change de boulot, on change de ville, on change de... Voilà. Donc on a du mal à s'en soucher, à se sédentariser, etc. Donc les agents immobiliers, de fait, ont leur fonction, sauf qu'ils prennent une commission qui est indécente. Ce texte sur le monde d'après, je suppose que vous l'avez écrit pendant le confinement, François Bousquet, vous rêviez d'un monde d'après sans les gauchistes, contre eux, malgré eux. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, les gauchistes, le monde se fait sans eux ? On a vu dès le déconfinement cette affaire George Floyd qui nous est tombée dessus, nous accusant encore, nous, les Français de souche, d'être des racistes. Non, c'est sûr qu'on a... J'essaye d'envoyer des signaux positifs, encourageants, constructifs, qui nous offrent des perspectives de pouvoir et de conquête de pouvoir. Mais de fait, notre ennemi idéologique, qui a pourtant été démenti de manière cinglante par 2 mois de confinement, par 6 mois d'épidémie, en fait. Pourquoi il a été démenti ? Puisqu'on a restauré les frontières, puisqu'il est apparu que la question de la souveraineté se poser à tous les échelons, à tous les niveaux, souveraineté alimentaire, souveraineté vivrière, souveraineté sanitaire, évidemment souveraineté politique. Les frontières se seront fermées à peu près partout, sauf en France, sauf de ma part, puisque nos frontières, ce sont celles de Schengen, nos frontières sont sur les frontières les plus extérieures, en fait. On n'a pas refermé nos frontières intérieures, mais nos voisins les ont refermées. Enfin bref, on a assisté partout à un démenti cinglant de l'idéologie no border, du sans-frontiérisme, qui est une religion. Je me suis amusé à faire sur Internet une recherche, sur un moteur de recherche, avec sans frontières et une profession. Je vous assure, il y a des centaines de pages. Vous avez toiletteur pour chiens sans frontières, professeur sans frontières, chocolatier sans frontières, toutes les professions. Si ça ne fonde pas une religion,
Je veux qu'on m'explique ce que c'est qu'une religion, en tout cas une religion civile. Donc on est en train, pour vous répondre, on est en train de constituer une religion civile au niveau mondial. Cette religion civile, c'est l'indigénisme, l'antiracisme, l'haltérophilie. Là, c'est quoi l'haltérophilie? C'est l'amour démesuré, morbide, pathologique de l'autre, sur fond de haine de soi, sur une haine qui est également pathologique, morbide, comme cet Antifa américain qui a tué un blanc récemment et qui s'en est enorgueilli. Il est porté et mu par une haine de soi féroce, radicale. Donc il faut l'interroger, cette haine de soi. Mais cela étant dit, l'agenda nous sert aujourd'hui. Donc servons-nous de cet agenda. Le Covid a refermé ponctuellement les frontières. Mais nous pouvons. Il a montré qu'un monde avec des frontières est un monde qui était de nouveau envisageable. Donc pour nous, ça doit être un argument que nous devons faire valoir. Vous évoquiez à l'instant, François Bousquet, et revenons à l'essentiel, la conquête du pouvoir, et je vous cite, « La France d'en haut, on ne peut ni la réformer, ni l'infiltrer, ni la changer, seulement la renverser. » Comment renverser cette France d'en haut sans violence ? Sans violence, c'est difficile. La violence, c'est la grande accoucheuse de l'histoire. Zemmour cite fréquemment le mot de Marx. Il est très difficile de faire l'économie de la violence. Mais de fait, je pense, oui, le système, que nous dit le système, c'est qu'il n'est plus amendable, qu'il n'est plus réformable, qu'il n'y a plus d'alternance. On a affaire à une alternance sans alternative. Peu importe que ce soit Jacques Chirac, François Hollande ou Emmanuel Macron, c'est le même personnage. Si demain c'est Barouin ou que sais-je, ou Bertrand, ce sera la même politique. Donc en réalité, c'est le même qui reproduit le même, c'est le mot de Duclos, bonnet blanc, blanc bonnet. Donc je pense qu'on ne peut que renverser ce monde-là. Et c'est ce qui s'est produit à intervalles réguliers et de loin en loin tout au long de l'histoire. Comment? C'est toute notre problématique sur laquelle nous devons travailler les uns et les autres. Sans violence, mais avec la force? Sans violence, la violence viendra dans un deuxième temps. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. C'est une pétition de principe de dire qu'on le fera sans violence. La violence est un acteur majeur, principal, comme la peur du reste, de l'histoire. Il n'y a pas de grandes choses qui se soient faites sans violence. Exercer contre soi ou aux dépens des autres. Mais plutôt la question que nous devons nous poser, c'est comment faire advenir ce monde-là. Comment l'accoucher? Ça devrait être assez simple pour nous, nous n'y parvenons pas. La majorité des Français, de fait, la majorité des Européens partagent nos idées. Quand on lit les enquêtes d'opinion sur des sujets vitaux, la sécurité, l'immigration, les frontières, grosso modo, on a 60% de Français, et on peut imaginer 60% d'Européens qui campent sur nos idées. Et vous pensez que les Français peuvent se lever tant qu'ils auront quelque chose dans le frigo? Alors, c'est une objection. L'objection a sa pertinence. Il y a un grand écrivain russe, dont je ne vais pas citer le nom, qui disait que 1917 n'est pas concevable sans la famine. 1917. C'est Lénine? Non, c'est pas Lénine. C'est un grand écrivain réactionnaire. C'est un Russe blanc. Dont le monde s'est effondré. Et simplement, il s'interrogeait pourquoi ses compatriotes, qu'il aimait tant, russes orthodoxes, s'étaient ralliés à une idéologie, peu à peu, bien sûr, une partie d'entre eux, mortifère, le marxisme-léninisme. Ils avaient faim. Donc nous n'avons pas encore faim. Mais j'espère que nous pourrons accoucher d'une révolution, alors avec le frigo encore largement plein. Sinon, on continuera à regarder Cyril Hanouna. Donc voilà. Biopolitique du pouvoir, c'est votre... Du coronavirus. Du coronavirus, biopolitique du coronavirus, télétravail, famille, patrie, tout un programme. C'est votre ouvrage, François Bousquet. Merci d'être venu. Merci à vous. Chez TV Liberté.